Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, Iraj Gurden, directeur de recherche en neurosciences au CNRS et rédacteur pour Né, nous invite à comprendre comment fonctionne l'odorat du nouveau-né. Une conférence présentée par Guillaume Tesson. Eh bien, nous poursuivons ce cycle de tables rondes, de conférences, et tout à l'heure de masterclass, bien évidemment. Iraj, je crois qu'on doit faire un aveu pour commencer, c'est qu'en fait, on a changé le titre. Oui, c'est un effet surprise. On s'est dit que ce serait bien de faire un petit buzz, de partir sur ce titre, qui est quand même pas mal, Guillaume. Oui. Mais de le changer, vous allez voir, parce qu'on va passer sur l'odorat du nouveau-né, ce qui est aussi, ça fait partie des mystères olfactifs. Et on s'est dit avec Guillaume que comme c'était la première du Paris Perfume Week, ça serait sympa de faire l'odorat du nouveau-né avec un « et » accent, qui est en fait un « EZ », c'est ça que je vais vous montrer, qui est un nouveau-né. Et on s'est dit que voilà, ça pourrait être sympa de discuter de ça ensemble aujourd'hui. Voilà, donc vous allez le découvrir, un sens olfactif qui est déjà très puissant avant même la naissance. Parce que si vous avez oublié comment vous sentiez quand vous étiez bébé, ou si vous vous demandez comment vos enfants, vos neveux, vos nièces perçoivent les odeurs qui les entourent, notre intervenant, Iraj Gurden, va tout vous expliquer. Iraj Gurden, vous êtes directeur de recherche en neurosciences au CNRS. Vous êtes aussi rédacteur pour Né, la revue olfactive. Vous êtes aussi le référent scientifique de l'association anosmie.org qui accompagne et qui informe les patients souffrant de troubles olfactifs. Et ça touche 10 millions de personnes en France. Vous êtes un peu notre GPS, notre guide du routard à vous tout seul pour explorer ces structures cérébrales qui nous permettent d'apprécier pleinement les odeurs. Je précise que votre conférence sera suivie à l'espace librairie d'une dédicace de votre livre « Sentir comment les odeurs agissent sur notre cerveau », publié aux éditions Les Arènes. Iraj, c'est à vous. Merci beaucoup, Guillaume. Merci de votre présence. Merci de l'invitation pour cette conférence. Donc, voyons ce qu'on va avoir comme diapo. Alors, je peux déjà vous dire que les études en fait sur les nouveau-nés, les tout petits de quelques heures, leur odorat en fait a été commencé à étudier dès les années 70. La toute première étude remonte à 1975 et à partir de ce moment-là, quand on s'est aperçu en fait des capacités olfactives surpuissantes des nouveau-nés, là, il y a eu toute une communauté de biologistes et de neuroscientifiques qui se sont intéressés vraiment à cette mémoire et à ce traitement de l'information olfactive par les nouveau-nés. Et ça a donné vraiment des études extrêmement poussées et très intéressantes qui ont vraiment montré que le nouveau-né avec un « et » accent était vraiment un NEZ et que son monde olfactif, notamment dans les 4 premiers mois de sa vie, allait être totalement olfactif et c'est par ces indices olfactifs qu'il allait construire sa vie de nouveau-né, notamment sa relation évidemment avec sa première source de nourriture, sa maman. C'était une bonne introduction. Maintenant, il faudrait quelques dias pour illustrer ça. Iraj, on est en train de régler ce petit aléa technique. Ouais, pas de souci. Ça marche. Dans le diaporama, en fait, ce que je vais vous montrer, il y a 3 types de comportements olfactifs chez le nouveau-né. Il y a des comportements innés que l'on retrouve chez tous les mammifères, y compris chez le petit humain. Et il y a 2 autres types de comportements qui sont très très forts chez l'être humain, le petit nouveau-né, qui est donc sa mémoire prénatale, c'est-à-dire dans l'âge fœtal, notamment au 3e trimestre de vie intra-utérine, il va y avoir un système olfactif totalement fonctionnel et une rétention en mémoire de beaucoup d'informations, de molécules odorantes qui vont circuler dans le liquide amniotique de la maman. Le liquide amniotique provenant du sang de la maman, donc du coup tout ce qu'elle ingère et tout ce qu'elle digère, les molécules odorantes vont se retrouver dans le nez du petit fœtus. Et ça, il va pouvoir le retenir parce qu'il a des mémoires olfactives déjà actives à ce moment-là. Et puis la troisième partie de ce que je vais vous montrer, c'est ses capacités une fois qu'il est né, une fois qu'il est dans le monde aérien, donc il va arrêter de respirer et de détecter en milieu liquide, et il va passer en milieu aérien. Et là aussi, en fait, très rapidement, il va faire des associations, notamment autour du sein de sa maman. Parce que autour du sein de sa maman, c'est un monde olfactif en soi.
il y a évidemment l'odeur du lait maternel, mais il y a également l'odeur de la peau de la mère. Et en fait, tout cela est intégré par le petit nouveau-né pour avoir des indices olfactifs pour se diriger dans son environnement, sachant qu'il voit très très mal. Donc, pour quelqu'un qui voit flou, son guide, son GPS, comme disait Guillaume, c'est le GPS olfactif. Et c'est totalement olfactif. C'est-à-dire, si ce petit n'a pas son sens de l'olfactif, il va y avoir des soucis de direction, notamment vers le sein et vers sa source alimentaire. Donc, du coup, on voit toute l'importance et on voit aussi la souffrance des gens qui n'ont pas d'odorat à la naissance, qu'on appelle des anosmiques congénitaux, puisque Guillaume a dit que j'étais très justement le référent scientifique d'anosmie.org. Là, on a des témoignages en fait de ces personnes qui sont nées sans odorat et ça a été une souffrance dans toute leur vie. Donc, à contrario, dans le miroir inverse, nous, cette capacité olfactive qui commence dès le premier jour de notre naissance, c'est une entrée d'informations essentielles pour le plaisir, pour la mémoire et pour les émotions. Est-ce que je fais tout sans diapo? C'est possible, hein? Je trouve que vous le faites tellement bien qu'on se demande si on va lancer le... C'est un peu dommage qu'on ne voit pas les réactions. La présentation Alors, je sais qu'il y a des mamans dans la salle qui ont vu leur bébé faire des réactions olfactives extrêmement puissantes et étonnantes, même parfois. Mais si on pouvait tous les voir, ce serait plutôt sympa. Donc on a la présentation, elle est en train d'être transférée. Donc dans quelques instants, elle arrive. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre sur ce sujet? Donc je vous ai dit les 3 étapes. Ah oui, et donc du coup là aussi on tombe sur ces fameuses questions qu'on me pose souvent dans les conférences. En plus dans ce cadre-là, est-ce que les phéromones, ça existe chez l'être humain? Alors question à $1 milliard, parce que si quelqu'un arrive à détecter ça et en faire une commercialisation, vous voyez le truc, le jackpot, sauf que non. Sauf que la définition de la phéromone, qui est en fait une molécule chimique qui n'est pas forcément d'ailleurs odorante, qui est juste ressentie, c'est-à-dire qui est détectée par la cavité nasale, par certains récepteurs, et qui provoque un comportement stéréotypé et automatique. J'insiste sur la définition de stéréotypé et automatique, que vous voyez chez les insectes ou chez des mammifères, entre guillemets, moins évolués que les primates. Ce comportement-là, chez l'être humain, il n'existe pas. C'est-à-dire, vous pouvez donner n'importe quoi comme molécule odorante que vous avez même synthétisée dans votre laboratoire, il ne fera jamais un comportement automatique et stéréotypé. Autrement dit, je n'ai jamais vu des gens copuler dans la rue automatiquement parce qu'on avait sprayé des phéromones sexuels dans la rue. Ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. Mais chez le nouveau-né, chez le nouveau-né, la question se pose. Parce que, en fait, dans sa direction, dans sa recherche de succion, de prise alimentaire, là, il y aurait peut-être la possibilité que des glandes qui sont en fait sur le sein de la maman puissent libérer, alors peut-être pas des phéromones dans le sens que je viens de vous dire avec la définition, mais en tout cas comme un attracteur irrésistible pour le bébé. Et en fait, on a récolté avec des cotons en fait toutes les sécrétions qui existent à ce niveau-là du sein de la maman qui allaite. Et si on met en fait ce compresse à distance du bébé, il va automatiquement se tourner vers cette compresse et provoquer une scission. Automatiquement, il ne peut pas s'empêcher de faire de la succion. Donc là, on tombe sur la définition de la phéromone que je vous ai dite au début. C'est automatique, c'est stéréotypé. Évidemment, ça ne va pas durer des années, ça dure que quelques mois, les premiers mois de sa vie. Mais là, on se dit, tiens, il y a un bouquet d'odeurs qui a un effet phéromonal. Et à ce moment-là, ça marcherait. Mais bon, c'est très discuté et ça me permet de faire la transition avec ce petit qui est ici. Donc, vous voyez, l'article date de... Je ne sais pas si on voit le laser. Non, on ne voit pas le laser. L'article date de 77 et vous voyez le petit qui est en train de sentir des odeurs de banane ou de vanille. Et vous voyez qu'il est presque en train de sourire comme vous et moi. Le sourire, c'est un effet émotionnel extrêmement fort chez un être humain. Sourire, c'est vraiment quelque chose de très puissant au niveau de la valence positive de ce que l'on ressent. Et donc, on voit le bébé qui a ça. Et ça, c'est une réaction innée. C'est-à-dire que tous les bébés, face à la vanille ou à la banane, vont faire cette réaction-là. Et même des petits ratons ou des petits souriceaux vont faire ça aussi. C'est pour ça que je vous disais que tout ce qui est inné, c'est partagé entre les mammifères.
Ah, je voulais vous faire un petit quiz avant de démarrer. Vous êtes hyper fort en olfaction, beaucoup plus que moi, donc je pense que vous allez le trouver tout de suite. Contrairement à mes étudiants de master en neurosciences, ils galèrent un peu et ça me réjouit. Je vais vous proposer une pyramide olfactive d'une odeur naturelle qui est composée au moins, à l'heure actuelle, 70 molécules odorantes. Et cette pyramide est composée en tête de citron, pêche, voilà, des notes assez vertes, fleuries, en cœur de coconut, donc de coco, de caramel, de miel, mais aussi déjà un peu gras, un peu champignon. Et puis, quand on est au fond, là, on est sur du fromage, de l'urine et des fesses. Et ce truc-là existe, c'est naturel, c'est peu intense en termes de puissance d'odeur. Et donc, la question, c'est mais qu'est-ce que ça peut être ce truc-là que nous avons tous, quasiment, je pense, tous senti? La rose, non, ce n'est pas la rose. Je pense. La vanille non plus. Du lait, oui, mais du lait comment? Maternel. C'est du lait maternel, effectivement. Donc ça, c'est la composition actuelle du lait maternel. Et ça, c'est l'odeur du lait maternel. 70 molécules odorantes computées, c'est-à-dire traitées par le cerveau du nouveau-né. Et ce nouveau-né, il ne se trompera jamais. C'est-à-dire que l'odeur de son lait maternel, il le reconnaîtra entre 1000. Et pas entre 1000, on n'a pas fait 1000, mais on a fait quelques dizaines de laits maternels provenant d'autres mamans. Et les bébés reconnaissent toujours leur lait maternel. Donc ça veut dire que ces 70 molécules odorantes sont encodées par le nouveau-né comme une odeur extrêmement puissante et il le retient en mémoire, alors qu'il vient de naître. Donc vous voyez comment ça peut être hallucinant comme système déjà ultra puissant. Pour les études qui ont été faites, ça a été beaucoup fait en France, à Dijon, par quelqu'un qui est très connu internationalement, qui s'appelle Benoît Châle, mais également ses collaborateurs, Maryse Delaunay, Luc Marlier et Robert Soussignan. Donc un petit cocorico français pour dire qu'on est vraiment à la pointe de cette recherche-là. Si je résume pour nous en neurosciences, mais en général pour nez, le mouvement culturel, l'odorat, c'est plusieurs dimensions. C'est la dimension du nez, qui est la dimension de la détection olfactive. C'était mon intro, mais maintenant ça fait un peu blabla, mais bon, je vais le faire quand même. Le cerveau et les neurosciences, pour moi je travaille là-dessus, la perception cognitive et olfactive, c'est là que Marcel arrive, forcément, la Madeleine, à un moment, ils font parler, et ça, on en parle là, avec les neurosciences. Et puis tous mes collègues et tous les gens qui écrivent autour des cultures olfactives, ça c'est des sciences humaines et sociales, il y a de la recherche là-dessus. On a entendu Eugénie sur toute l'histoire de la haute parfumerie, donc il y a la médecine, il y a la parfumerie, j'ai pas mis la gastronomie mais j'aurais pu mettre. Donc l'olfaction, c'est étudié dans ces conditions-là. Et puis il y a ce drame des 10 millions de personnes en France qui souffrent de troubles olfactifs, on dit aussi de la dysosmie. Donc quand on est normosmique, on a un odorat normal, et si on est dysosmique, on a un problème d'odorat. De tout type, ça peut être de l'anosmie, de l'hyposmie, etc. Et puis, tout ça, il faut bien que ça démarre quelque part. Je vous l'ai déjà démarré depuis 10 minutes. Ça démarre autour de la naissance, donc ce qu'on appelle l'olfaction périnatale. Et là, vous voyez un bébé, donc au 6e mois de grossesse, donc de sa vie intra-utérine, qui va être déjà olfactivement ultra compétent. Alors, comment ça se fait le codage du message olfactif? Alors à l'origine, quand j'ai intitulé mon talk Mystère olfactif, j'allais vous faire ça en détail, mais en fait finalement je ne vais pas vous le faire en détail, je vais vous le faire à grande vitesse, parce que je vais me concentrer sur les bébés. Mais les bébés font quand même comme ça, c'est-à-dire ils commencent par détecter des molécules odorantes qui sont volatiles. Alors ils peuvent être aussi dissoutes dans le liquide amniotique, c'est possible aussi. Et là j'ai pris l'exemple de la vanilline. Et cette détection donc se fait par des biocapteurs, des biodétecteurs que nous avons au fond de notre nez, qu'on appelle des récepteurs olfactifs. Et sachant qu'on a 400 types de récepteurs olfactifs différents, 10 millions de neurones olfactifs, qui sont les cellules qui détectent les molécules odorantes, et que ces neurones olfactifs sont régénérés toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, je vous le donne en 1000, c'est un sens majeur. En fait, pour un biologiste, ça ne peut pas être un sens mineur. C'est impossible. En plus, je ne vous ai donné que 3 données. Vous dire que c'est 400 types de récepteurs, c'est 10 millions de cellules, et là, il y a de la neurogénèse toute la vie. Donc ça veut dire que c'est votre meilleur compagnon du début de la vie à la fin de votre vie. Donc ça ne peut pas être un sens mineur, c'est impossible. Dans le cerveau, maintenant on passe dans le cerveau. Évidemment, les odeurs sont marquées par le plaisir et les émotions. On a vu le sourire du petit nez. Donc l'émotion positive par excellence de la joie, c'est le sourire.
Et puis les mémoires, les mémoires qui vous sont spécifiques à chacun d'entre vous ici, qu'on appelle des mémoires autobiographiques, épisodiques, bref. Ça fait très neuroscientifique, mais c'est dans ce sens-là. Et c'est là aussi que vous trouvez les madeleines. Les madeleines de Proust, c'est là-dedans, c'est les mémoires autobiographiques. Et en fait, j'ai oublié une flèche là. Normalement, on va de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on va des plaisirs et des émotions aux mémoires et on fait un petit jeu de flipper. Tout cela, ça requiert des millions de neurones dans notre cerveau. On a tout un système qu'on appelle le système olfactif qui est embarqué dans notre cerveau et qui est extrêmement compliqué à étudier. Donc on est quelques milliers de chercheurs à travers le monde à étudier ces réseaux de neurones qui codent, qui représentent en fait les odeurs qui sont autour de nous. Et puis on arrive à peut-être le plus difficile à comprendre chez l'être humain, c'est l'identification verbale, c'est-à-dire de donner un nom à l'odeur qu'on vient de sentir. Souvent, on est très fort à catégoriser, on va dire, ça sent le fruit, ça sent des épices, etc. Donc, on fait des catégories, des groupes, mais aller chercher vraiment le nom exact de l'odeur dans ces lexiques, en fait, que l'on a en mémoire, c'est hyper difficile. Et ça aussi, il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Donc, on est parti de la vanilline, et puis donc, on arrive en sortie à dire le mot vanille. Donc là, on a fait tout le chemin cérébral de l'identification. Alors le bébé, lui, évidemment, il va s'arrêter avant. Il va pas pouvoir parler, mais il va éprouver des plaisirs et des émotions et il va avoir des mémoires actives, comme je vous ai donné tout à l'heure des exemples de ce qui fait quand il naît, il a déjà en fait des mémoires olfactifs emmagasinés. Alors ça commence tout ça au premier trimestre de vie intra-utérine avec l'expression des récepteurs olfactifs. C'est là que les détecteurs apparaissent. Pour l'instant, il n'y a que les détecteurs, donc vous ne pouvez pas remonter au cerveau, donc vous ne pouvez pas faire de la mémoire. Donc il va falloir attendre un certain temps. Et c'est au bout, vous voyez, de ces 24 semaines, au début du 3e trimestre, que la connexion entre le nez et le cerveau se fait. Donc là, c'est connecté et vous pouvez détecter des molécules odorantes, d'autant plus qu'il y a des bouchons, des tissus en fait qui sont à l'intérieur des narines du petit fœtus qui vont tomber au début du 3e trimestre de vie intra-utérine. Donc du coup, le liquide amniotique va pouvoir entrer dans les narines du petit. Et puis, à la fin du 3e trimestre, vous arrivez à un bébé que j'appelle le bébé olfactif, qui est prêt en fait à rencontrer les odeurs volatiles à sa naissance. Alors donc, voici les 3 domaines que j'ai déjà évoqués, qui sont là, vous avez la naissance. Avant la naissance, vous allez avoir des comportements innés, des comportements qui sont donc de type anténatal ou prénatal, et le postnatal dont je vous ai parlé. Et là, hop, les petites couleurs que vous voyez, 1 en inné, 2 en prénatal, 3 en apprentissage postnatal. On va voir ça tout de suite, enfin je vais essayer d'aller le plus vite possible. Là, donc il n'y a qu'une diapo sur les odeurs innées, parce qu'il n'y en a pas 10 milliards des odeurs innées qui ont ce type d'effet. Donc effet émotionnel positif avec la vanille ou la banane, ici par exemple. Et effet émotionnel négatif, donc de dégoût, un réflexe de dégoût, avec des odeurs soufrées, par exemple, d'œufs pourris. Et ça marche chez tous les bébés à travers le monde, et ça marche chez tous les mammifères. Un petit peu d'eau. Chez les prématurés, là c'est une étude de Luc Marlier à Strasbourg. On voit donc déjà à 26 semaines d'aménorrhée, donc c'est-à-dire 6 mois et demi d'âge fœtal, intra-utérine. Le bébé est né de façon prématurée, il respire, il va bien, heureusement. Il présente une odeur de vanille. On voit une réponse en fait par augmentation de la fréquence respiratoire. Donc le bébé à cet âge-là détecte et reconnaît même en fait une odeur assez agréable. Il augmente sa fréquence respiratoire. Et à l'inverse, quand vous donnez du beurre rance, donc chargé en acide butyrique notamment, vous avez une diminution de la fréquence respiratoire parce que c'est une odeur qui sent mauvais. Donc vous voyez que le petit prématuré, il est totalement capable en fait de faire des distinctions d'odeurs alors qu'il a 6 mois et demi de vie. Ça veut dire aussi que là, il y a eu beaucoup de travail dans les milieux hospitaliers s'occupant de bébés prématurés. Il a fallu enlever par exemple, tous les produits de nettoyage qui sentaient assez fort et qui étaient hyper désagréables pour les prématurés. Et avant, on n'avait pas conscience, donc du coup, tout était nettoyé avec des produits d'hygiène. On faisait hyper attention, on avait raison, bien sûr, parce que c'est des bébés qui sont fragiles. Sauf que les machins, ils sentaient très très mauvais et ils étaient très très irritants et très trigéminales.
Et le trigéminal marche aussi très très fortement chez ces petits bébés. Donc du coup, il a fallu retravailler sur le contexte olfactif de ces petits. Parce qu'ils sont olfactivement ultra compétents. Alors, les acquisitions olfactives prénatales, donc là, il y a des choses qui vont passer dans le liquide amniotique du petit et il va pouvoir les respirer. Et en fait, il y a eu, ça je vous ai mis les études où il y a eu des démonstrations du fait que ces molécules passent dans le liquide amniotique en provenance du sang de la maman. Tout ce qui est molécules qui est contenu dans le cumin, le curry, l'ail, le chocolat, carotte, anis, menthe, tout ça, ça marche, ça passe la barrière placentaire et le petit, il les sent, donc il les détecte et il les retient en mémoire. Donc il connaît ces odeurs-là à sa naissance. Donc, au 3e trimestre de grossesse, déjà bien avant la naissance, en fait, 3 mois avant la naissance, l'odorat est fonctionnel, le liquide amniotique, le petit, il en ingurgite et il en sent 3/4 de litre, presque 1 litre par jour. Donc c'est inhalé, exhalé, donc il s'entraîne déjà en fait. Il s'entraîne à ce qu'il va faire à sa naissance. Il y a une pseudo-respiration, c'est pas de la respiration, c'est pas de l'air, mais il respire et il régurgite donc du liquide amniotique. Et c'est calé aussi beaucoup sur le repas et la glycémie, l'augmentation de la glycémie de la maman. Et ça, c'est important parce que quand il va détecter et se mémoriser de certaines odeurs, imaginons même de l'ail, qui est notamment désagréable pour les nouveau-nés, il va faire une association entre l'arrivée de l'odeur de l'ail et l'augmentation de la glycémie, qui est un signal positif. L'augmentation de la glycémie, ça va bien, on a du sucre, on a de la vie, tout va bien. Et aussi, bien sûr, la maman, elle a aussi un effet satiétogène, c'est-à-dire quand elle mange, elle va bien, elle n'est pas stressée, elle a bien mangé. Donc tout ça, le fœtus le retient, l'enregistre, et du coup, ça lui fait un répertoire olfactif à sa naissance qui est fonctionnel. Voilà, donc, et en fait, le message, c'est que du coup, le fœtus, il est un peu en mode olfactif, ce que j'appelle inside out, c'est-à-dire de l'intérieur, en fait, il se construit une image olfactive, pas une image réelle, visuelle, une image olfactive de sa maman qui sera à l'extérieur quand il va naître. Donc vous voyez l'importance de le faire pour pouvoir faire ce lien, le lien maman-bébé à la naissance, il est quasiment purement olfactif, en fait. On a fait aussi des mesures d'imagerie cérébrale. Les bébés, les nouveau-nés, en fait, vont répondre très fortement à l'odeur du colostrum. Le colostrum, c'est le lait des 4 premiers jours. Ça a une couleur un peu différente du lait maternel. C'est plus jaune orangé. La composition est un peu différente, mais ça active très fortement le cerveau et notamment le système olfactif de ces tout petits qui viennent de naître. Et donc, on voit effectivement qu'il y a un continuum olfactif entre le liquide amniotique, le colostrum, donc ce lait des 4 premiers jours, et le lait maternel, quand on fait l'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau-né, en fait, il fait ce continuum olfactif, c'est-à-dire il reconnaît l'odeur du liquide amniotique, du colostrum et du lait maternel, dans un continuum. Donc ça lui permet quoi? De se diriger toujours de façon adéquate vers sa source de nourriture. Donc, on est toujours en mode qu'est-ce qu'il a enregistré pendant son âge, sa vie intra-utérine et comment il l'exprime. Donc du coup, dans sa reconnaissance, il va reconnaître son odeur de liquide amniotique par rapport à d'autres liquides amniotiques de d'autres mamans, de d'autres bébés. Donc ça, il sait parfaitement le faire. Il va diriger sa tête, il va montrer son attention vers son liquide amniotique et pas vers les autres parce qu'il connaît la signature olfactive de son liquide amniotique. Il va faire la même chose avec son lait maternel par rapport aux autres laits maternels. Donc il sait très bien qu'il y a une signature olfactive spécifique de son lait maternel à lui. Alors quand je dis à lui, au bébé, parce que c'est vrai pour les petits garçons et les petites filles. Et donc vous voyez que en fait, ce truc qui est hyper complexe, de 70 molécules odorantes, il l'encode. Il le fait parfaitement bien comme un adulte en fait. Il est aussi capable de distinguer d'autres types d'odeurs, notamment les odeurs corporelles de sa mère, les odeurs axillaires sous les épaules, qui sont en fait très très marquées pour lui, parce que quand il va téter, donc il va avoir cette sphère olfactive qui est aussi très imprimée, très imprégnée en fait des odeurs corporelles de sa maman. Et ça, il sait faire la distinction avec l'odeur corporelle des autres mamans. Donc ça, c'est hyper important aussi. La signature, on va dire même charnelle de sa maman, il l'a. Il possède, il a ça en mémoire, et on le voit notamment dans cette étude de Benoît Schall,
Là, on lui présente une odeur d'une autre maman, il réagit très peu, il se réveille pas, tout va bien. Et dans l'autre cas, en fait, on voit qu'il va commencer à avoir des réactions orofaciales pour, à la limite, aller téter parce qu'il sait que la maman, elle est pas loin, quoi. Donc, vous voyez la réactivité, la stimulation, finalement, du comportement du petit par l'odeur maternelle. Là, c'est même pas de l'odeur en fait autour du mamelon, c'est vraiment l'odeur qui a été prélevée sur le corps de la maman. Donc, il va au-delà en fait du mamelon. Il connaît comme une image complète de sa maman au niveau olfactif, puisqu'il peut pas la voir pendant au moins 4 mois. Alors ensuite, excusez-moi, j'ai très chaud là, il fait hyper chaud. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Ah oui, ça c'est la fameuse étude de Benoît Chasles des années 2000 qui est très très reprise et à raison, parce qu'il a fait une étude où il a donné à des mamans à consommer de l'anis au 3e trimestre de grossesse, dans la fin du 3e trimestre de grossesse, et il a comparé en fait la réaction des bébés à la naissance par rapport à des mamans témoins qui n'avaient pas consommé d'anis. Et vous voyez venir en fait, ensuite il va tester l'odeur d'anis chez les nouveau-nés. Donc là, ils étaient à l'âge fœtal, 3e trimestre. Normalement, si l'hypothèse se tient, ces petits, ils vont avoir une tendance à aller vers l'anis. Et donc, le test qu'il a fait, ça s'appelle un test de double choix. Ça se présente comme ça, où on met en fait l'enfant, voilà, comme une bavoir un petit peu compliquée, et puis il va en fait avoir des directions dans son regard et il va bouger son corps en fait vers des compresses d'odeur. Et donc, évidemment, on va lui présenter différents stimulus, et notamment le stimulus de l'anis, pour voir s'il a une préférence ou pas. En tout cas, ceux qui ont eu, en fait, des mamans qui ont consommé de l'anis pendant leur grossesse. Et clairement, en fait, son regard à ce petit qui a eu, une maman qui a eu de l'anis pendant sa grossesse, ça va être porté, et il va s'agiter même vers l'anis et pas envers d'autres odeurs. Donc, ça veut dire que pendant sa vie fœtale, il a fait cette association entre l'anis, la glycémie, le bien-être de sa maman. Donc, il a déjà des préférences olfactives extrêmement puissantes à la naissance. Ouais, donc du coup, pour l'odeur d'anis qui a été apprise, en fait, on sait que cette mémoire de l'anis est maintenue à 3 heures, donc c'était vraiment fait à la naissance, mais c'est toujours là à 4 jours après la naissance. Pour l'instant, ça va, 4 jours, on se dit, ouais, il va bien finir par l'oublier, sauf qu'à 7 mois, il l'a toujours pas oublié, et à 21 mois non plus, il a toujours en fait cette préférence envers l'anis. Et 21 mois, c'est le dernier point qui a été étudié, donc je ne sais pas jusqu'à quand va cette mémoire. Probablement, elle s'éteint avec la diversification alimentaire, etc., qui va arriver, mais en tout cas, 21 mois, c'est déjà énorme en fait. Et ça marche aussi avec l'ail. Il y a eu un test qui a été fait avec de l'ail qui a été consommé par les mamans au 3e trimestre de grossesse. Sachant que l'ail, si vous présentez de l'ail à un nouveau-né et qui ne connaît pas l'odeur d'ail, il devient dingo, il déteste en fait. Il recule, il est vraiment agité, il déteste ça. Or là, en fait, par son expérience intra-utérine, il va être plutôt à aller vers l'ail, puisqu'il sait que c'est une molécule qui est bonne, puisqu'il l'a éprouvée, il l'a ressentie, il l'a retenue en mémoire pendant sa vie intra-utérine. Alors, toujours les cas. Ah, maintenant, troisième partie. Est-ce que le petit, une fois qu'il est né, il a toutes ses mémoires et ses préférences olfactives de sa vie intra-utérine? Est-ce qu'il peut acquérir tout de suite à la naissance, au premier jour de sa naissance? Il est là, il vient de naître, c'est la surprise, il a pleuré, il y a eu de l'air dans ses poumons. Est-ce qu'il peut déjà être actif? Est-ce que son cerveau olfactif est déjà actif et est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Alors, pour tester ça, dans les années 90, il y a eu pas mal d'études comme ça, où on a présenté pendant 10 sessions d'association, pendant quelques secondes, de l'odeur de citron, par exemple, avec un petit massage sur le dos de l'enfant qui vient de naître. Donc vraiment rien du tout, très simple, aucun problème éthique, voilà, on ne lui a pas fait de mal, rien du tout, au contraire, on lui a fait beaucoup de bien. Et donc du premier jour au 2e jour, quand on a refait le test d'orientation et qu'on a mis du citron, ah bah là, le petit, il était direct sur le citron, parce qu'au premier jour, il avait fait déjà avec son cerveau l'association entre l'odeur de citron et un bien-être qui est le bien-être de massage. Donc clairement, en 24 heures, son cerveau avait fait le travail de retenir l'odeur de citron comme une odeur de bien-être. Alors après, il y a l'univers du sein de la maman. Alors c'est un objet multisensoriel très complexe pour le bébé.
parce que c'est rempli de sensations tactiles, de chaleur, de douceur, de sensations chimiques, évidemment, des odeurs corporelles, d'odeurs et de saveurs du lait. Et du coup, ça donne finalement, à la fin, en sortie comportementale, une stimulation bucco-gastro-entérique. Entérique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bébé, en fait, par les odeurs qui sont dans cette sphère, va se préparer à faire de la déglutition et de la digestion. Ce qui est vraiment vital pour un bébé d'apprendre à faire la déglutition et la digestion, notamment de son lait. Parce que s'il est incapable de faire ça, on va avoir des problèmes et on va devoir intervenir médicalement. Voilà, alors cette étude, c'était une étude où dans la pommade, on avait mis de la camomille en fait sur le mamelon. Et du coup, cette odeur de camomille qui a été associée au lait maternel, eh ben, ces petits ont montré une orientation préférentielle pendant très longtemps après avoir eu cette association lait maternel et odeur de camomille qui était dans la pommade que les mamans se mettaient sur leur sein pendant l'allaitement. Ça, je vais passer. La phéromone, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je passe. Je passe ça et je vous montre ça. Donc, quand on met des compresses en fait sur le sein de la maman et qu'on présente ces compresses odorantes au petit, il va en fait pas du tout faire que de l'olfaction avec ça. Il va aussi faire plein de choses qui sont qu'il va déclencher des réflexes de succion, il va lécher, il va vraiment avoir une activité orale, donc motrice globale, qui va être activée. C'est-à-dire qu'il va se servir de l'information olfactive. Pourquoi? Pour s'auto-stimuler, pour y aller, quoi. Pour activer son corps. Son petit corps, il a ses réflexes comme il peut. Et notamment, ce qu'il va faire, ça c'est très important, il va ouvrir les yeux. C'est-à-dire que l'odeur va lui permettre d'activer ses autres sens. Donc vous voyez comment c'est crucial en fait. Et notamment la vision. On est des êtres visuels, donc du coup, il va bien falloir déclencher cette activité. Et c'est l'odeur de cette interaction bébé-maman qui va faire que la vision va être active. Entre autres, hein. Il n'y a pas que ça, mais ça participe. Voilà. Le nouveau-né, donc, pour moi, saisit le monde, et pas que pour moi, pour Benoît Chal et d'autres, saisit le monde par son olfaction, au moins les 4 premiers mois de sa vie. Et si on sait ça, eh ben, on peut aller aider les petits qui ont des troubles de l'oralité alimentaire, qui ont été, par exemple, des anciens prémas, mais aussi des autistes, qui ont des problèmes, en fait, de passage, notamment à manger des morceaux. Et ça, c'est ce que je fais à l'hôpital Robert Debré avec Véronique Leblanc, qui est en fait de penser que tous les problèmes que ces petits peuvent avoir dans leur boucle sensorimotrice orofaciale, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes à mâcher, à ingérer, etc., et tous ces problèmes d'hédonisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de plaisir à manger, eh ben, on peut rétablir le lien. Par quoi? Par les odeurs alimentaires. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de travailler. On est surtout en train d'essayer de financer le jeu de loi olfactive qui va permettre en fait à ces petits, par des odeurs alimentaires, de retrouver finalement leur lien à l'alimentation et de ne pas leur donner des médicaments ou d'intervenir médicalement. Voilà. Vous pouvez lire plus sur ce sujet, évidemment, dans cet excellent livre. Et évidemment, je remercie le mouvement culturel olfactif. Je pense que ça fait peut-être depuis le début que je suis là, probablement. Et j'espère que je serai encore là pendant très longtemps avec vous tous. Et je vous remercie, vous tous, pour votre écoute. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.